Alors aujourd'hui, on va vous présenter le cours de base de données, ok, par le professeur Zwan Younes. Alors, c'est quoi une base de données? Base de données, euh, c'est un système de stockage structuré, ça veut dire on va stocker les informations, oui, mais d'une façon, on va voir la structure qu'on va adopter. Et permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu fermes le programme, les données sont toujours là. En fin de compte, on va stocker d'une façon permanente des données avec une structure bien précise, sont en fin de compte, puisque c'est permanent dans des fichiers. Ok. Donc, trois opérations, on va les faire. Donc, tout d'abord, on va définir les données. C'est la définition de données. Notre travail quotidien consiste à manipuler les données, ça veut dire sélectionner les données, modifier les données, supprimer les données, etc. Et en fin de compte, contrôler, principalement aussi qui a le droit de faire quoi. Ok. Donc, définition de données, c'est la construction du tout d'abord la base de données. Ok. Ce qu'on appelle le schema, le schéma de base de données. Par la suite, les tables. Éventuellement, les modifier via le mot-clé alter. Et create, ça permet de créer et la base de données et les tables. Les modifier et le drop pour la suppression. Une fois que tu veux supprimer une structure, c'est drop, c'est pas delete. Ok. Alors, la manipulation de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'extraction des informations, la modification des informations, la suppression. Et ici, lorsqu'on veut ajouter des informations, c'est insert. Lorsqu'on veut modifier, c'est update. Lorsqu'on veut supprimer, c'est pas drop, c'est delete, parce qu'on veut supprimer une ligne. Et si on veut supprimer une structure, une table, une colonne, une base de données, et select, le select, c'est vraiment le quotidien, c'est sélectionner des données. Ok. Alors, le troisième volet, c'est le contrôle de données. Ok. Donc, ça permet de sécuriser l'accès aux données, qui a le droit de faire quoi. Ok. Donc, on veut gérer les permanents, les permissions plutôt. Donc, et ici, deux mots-clés, on va utiliser grant, ça veut dire on va donner l'accès, et revoke, on va supprimer l'accès. Donc, généralement aussi, on parle d'une quatrième catégorie, à savoir le transaction control, ok, qui permet soit de confirmer la transaction, ça veut dire j'ai fait un update, par la suite un delete, par la suite un update, mais réellement ça ne s'exécute pas, surtout pour les bases de données un petit peu évoluées, surtout principalement sur Oracle. Ok. Généralement, il faut faire un commit pour confirmer. Okay. Mais une fois que tu fermes la base de données sans vraiment faire un commit, les modifications vont être pas réellement exécutées sur la base de données. Okay. Donc, généralement, après avoir fini ce qu'on veut finir, on doit soit confirmer via commit, soit annuler via ce qu'on appelle un rollback. Okay. Donc, une base de données, ça permet de centraliser les informations d'une application. On a une application, les informations, toutes les informations sont là. On gère l'intégrité, la cohérence des données, la sécurité de données. C'est pas comme les fichiers classiques. Ensemble de fichiers sont là et qui que ce soit pourra y accéder. Vous voyez, automatiquement, je peux avoir de non-cohérences dans les données. Non, la base de données, elle exige des règles à vérifier. Même si vous êtes un utilisateur direct de la base de données, même si vous avez le droit d'accéder, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Contrairement aux fichiers où vous pouvez faire n'importe quoi. Donc c'est ça. Donc ici, on veut comprendre un petit peu le positionnement de la base de données dans les applications. Okay. Donc généralement, une application, c'est trois grandes parties. La première partie, ça s'appelle front-end, okay, que ce soit une application web ou bien une application mobile. Il contient les composants graphiques, okay, menu, boutons, etc. Alors, c'est principalement sur du HTML, CSS, JavaScript ou des frameworks JavaScript. Principalement, les frameworks JavaScript dominent d'une façon très profonde les frameworks de cette partie front-end. JS, React pour les applications web, React Native pour les applications mobiles, abstraction faite sur le type de mobile. Okay. Le Angular, les applications web, et le Unix, c'est l'ami de Angular pour la partie mobile. Okay. Bien évidemment, il y en a d'autres. On pourra carrément utiliser HTML, CSS, JavaScript d'une façon basique, mais les frameworks comme React, React Native, Angular, Ionic simplifient énormément le traitement, nous donnent plusieurs fonctionnalités prédéfinies sans se casser la tête. Okay. Ça, c'est la partie front-end. Il y a aussi la partie back-end. Okay. Alors, il y a un petit schéma ici. Ça, c'est le front-end. Vous voyez, c'est soit le mobile, soit le web. Ça représente l'ensemble des composants graphiques. Par la suite, le front-end, il va passer l'information à la partie back-end, où il y a grosso modo deux grandes parties. La partie service, ça veut dire la partie traitement, la partie logique métier. Okay, vous voyez, la partie règle gestion, la partie logique métier, la partie workflow.
Et aussi, il y a la partie accès aux données. Ça veut dire qui va accéder aux données? C'est la partie, ce qu'on appelle DAO. C'est la partie Data Access Object du backend qui va accéder à la base de données. Ok. Donc c'est ça la partie backend. Donc la partie backend, c'est la règle métier, c'est la logique. Il est composé de deux parties. La partie DAO pour l'accès aux données et la partie service pour faire l'intelligence. Okay. Donc généralement, cette partie est dominée par Spring Boot, .NET Core pour les gens de .NET, Spring Boot pour la partie Java, Nest.js pour la partie pour les gens qui sont très familiarisés avec la partie JavaScript. C'est un framework très similaire à Spring Boot. Okay. Et en fin de compte, l'objet de notre cours, à savoir la base de données. Alors la base de données permet de stocker les données issues de la partie front-end, traitées par la partie back-end, pour qu'ils puissent en fin de compte trouver leur place dans la partie base de données. C'est la couche DAO qui accède à la base de données pour alimenter la logique métier affichée dans la partie front-end. Donc la couche DAO de la partie back-end, c'est elle qui va stocker les informations. Okay. Bien évidemment, tout en ayant la possibilité qu'il y a un DBA qui accède à la base de données pour la gérer. Okay. C'est lui qui va faire la partie sécurité, c'est lui qui va faire la partie contrôle, mais généralement aussi il pourra faire des parties select, etc. Mais généralement, c'est l'application qui va créer la structure. Et via l'application, on va interagir, on va faire la manipulation de la base de données. On ne va pas accéder directement à la base de données, mais on va accéder à la base de données via le front-end et le back-end. Okay. Donc, de ce fait, la base de données se trouve dans la couche data. Il communique uniquement avec la partie back-end. Il n'y a pas de communication entre le front-end et le back-end. Et exactement la couche DAO de la partie back-end. Okay. Et la front-end n'accède jamais à la base de données. Jamais le front-end accède à la base de données. C'est plutôt le front-end accède à la back-end accède à la base de données, et par la suite on revient. Okay. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'architecture 3 tiers. Ça veut dire qu'il y a 3 parties dans n'importe quelle application, et aussi on est en train de traiter la partie database. Alors, un SJBD c'est quoi? C'est système de gestion de base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fin de compte, ce qu'on est en train de traiter, c'est la base de données d'une façon générale. En fin de compte, il faut implémenter. Il faut qu'il y ait des sociétés ou ce qu'on appelle des éditeurs. Il y a plusieurs éditeurs qui vont vraiment implémenter une base de données. Okay. Ici, il y a plusieurs solutions. Okay. Il y a plusieurs solutions. Il y a Oracle, c'est la société Oracle qui a implémenté une solution qui s'appelle Oracle. C'est une base de données payante, MySQL, open source. C'est vrai qu'il a été, MySQL a été sous le contrôle de Sun Microsystems. Okay. C'est la société qui a créé Java. Mais cette société, elle a été rachetée par Oracle. C'est vrai que maintenant, il est open source, mais il est toujours sous le contrôle de Oracle, qui est une société gourmand pour l'argent. Okay. MariaDB, c'est la même chose que MySQL. C'est MySQL, vraiment, c'est pas la même chose que MySQL, c'est MySQL. Mais une fois que Oracle a racheté Sun Microsystems, MySQL, maintenant, on est en danger avec MySQL parce que Oracle détient ce logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de faire une autre branche de MySQL, okay. On a continué le travail avec une version qu'on est sûr qu'il restera open source et gratuite. Okay. PostgreSQL, c'est vraiment l'un des concurrents le plus acharné de la partie Oracle. C'est très bien organisé, il supporte énormément de données, mais surtout il est open source et aussi il est non payant. Okay. SQL Server, c'est la solution de Microsoft, elle est payante. Okay. Récemment, il y a une évolution très intéressante dans la partie SQL Server, c'est qu'il est maintenant compatible avec Linux. Autrefois, SQL Server, c'est exclusivement Windows, un serveur Windows. Maintenant, non, SQL Server, vous pouvez le lancer dans un serveur Linux, sachant que la majorité écrasante des serveurs sont des serveurs Linux. SQLite, c'est la même chose que SQL, mais il est pour la partie mobile. À chaque fois qu'on a des petits traitements qu'on veut centraliser, qu'on veut stocker une base de données locale dans la partie mobile, on fait généralement appel à SQLite. Alors les SGBD, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire deux choses. Un noyau SQL qu'ils vont implémenter qu'il s'agit d'un standard, ok. Et par la suite, en plus du noyau SQL qui est standard, on va implémenter un ensemble de fonctionnalités propres à chaque éditeur. Chaque éditeur va choisir ses fonctionnalités un petit peu évoluées. Mais quand même, il faut respecter le noyau SQL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà le SGBD, c'est quoi? Alors, je vais faire un stylo ici. Alors, voici le noyau, elle est là. Le noyau SQL, c'est à respecter impérativement par n'importe quel éditeur
ok? Lorsque vous voulez implémenter un SGBD, tu dois respecter le standard SQL. Mais en plus du standard, tu as le droit d'ajouter d'autres fonctionnalités qui vont distinguer votre société, ok? Ah, je parle sur les visiteurs. Ok. Et non pas nous. Nous, on est en fin de compte des utilisateurs finaux de la base de données. Ok. Et maintenant, ça constitue quoi? Votre SGBD où on va stocker les données. Donc, les GBD reposent sur le noyau SQL comme un moyen de garantir la non-divergence entre les éditeurs. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant une base de données MySQL et quand même, je vais exporter cette base de données vers Oracle. Quand même, je ne dois pas trouver beaucoup de difficultés. Les difficultés existent. Ah, même lorsque vous voulez, par exemple, migrer d'une version d'Oracle vers une autre version, c'est une casse-tête. Croyez-moi, c'est pas aussi automatique. Mais quand même, on a un noyau, on a confiance que c'est possible. Il n'y aura pas beaucoup de divergences, mais quand même, les divergences, ça existe. Okay. Donc, il faut savoir un petit peu de syntaxe SQL. Donc, le syntaxe SQL, la première des choses, c'est pour créer une base de données, c'est créer une database et tu spécifies le nom de votre base de données. Ici, c'est ICOM. Okay. Par la suite, tu dois utiliser la base de données en question. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez créer des tables, il faut a priori sélectionner la base de données en question. Okay. Donc, use ICOM et par la suite, tu pourras créer les tables. Okay. Maintenant, il faut créer la table via. C'est facile, toujours l'ID, c'est l'identifiant. Okay. Auto-increment, ça veut dire. Primary key, ça veut dire qu'il s'agit d'un clé primaire, ça veut dire qu'elle est unique et non nulle, les deux. Unique et non nulle, il ne se répète pas. Et en même temps, il est non nul. Par contre, ici, la ref, elle est unique, mais ce pourra être nul. Il n'y a pas de problème. Mais ici, l'ID ne pourra jamais être nul. Okay. Mais le fait qu'on ajoute auto-increment, je te dis, c'est même pas la peine de me fournir l'ID. C'est à moi de générer. Ok, ici, il y a plusieurs stratégies pour pouvoir générer. Séquences, etc. Mais c'est une autre histoire. Le total, c'est un décimal qui contient 8 en entier, en la partie entière, et 2 après la virgule. La même chose pour le total payé et le client CN. Alors, s'il vous plaît, remarquez, le standard pour la base de données, toujours c'est les tirés de 8, pas de majuscule, parce qu'il y a un conflit majuscule entre un serveur Linux et un serveur Windows. Serveur Windows ne reconnaît pas la distinction entre majuscule et minuscule. Par contre, un serveur Linux le reconnaît. Donc, pour éviter cette divergence entre serveur Linux et serveur Windows, n'importe où. Donc, on veut garantir que à n'importe quel endroit, notre base de données marche bien. Donc, je vais le faire au côté avec des tirés de 8 ou pas de majuscules, jamais de majuscules. Donc, ça, c'est plus ou moins la partie définition de données. Donc, je viens de définir quoi? La base de données et je vais définir la partie table, commande. Maintenant, c'est la partie manipulation de données. Je suis en train d'insérer des commandes. Donc, insert into command ref1, values, et tu spécifies les valeurs. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait une valeur pour l'ID, sachant que l'ID, c'est une colonne qui existe. Et je n'ai même pas spécifié l'ID, ni la valeur, ni la colonne. Pourquoi? Parce que c'est auto-increment. Automatiquement, il sera inséré 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, ça c'est insert pour la manipulation, ça c'est du select. Donc select equal from command where ref égale à cmd1, ça permet de retourner la commande cmd1, dont la référence c'est md1. Select equal from command where total égale total payé, donc ce qui a été totalement payé. Et delete from command where total payé supérieur à total, ça c'est plus ou moins des commandes erronées parce que par défaut, le total doit être supérieur à total payé ou égal. Mais une fois que le total payé est supérieur strictement au total, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, et on veut quand même les supprimer. Okay. Par la suite, update commande, set total égale à 5000, where id égale à 5. Okay. Donc on est en train de modifier quoi? Le total, tant que la condition id égale à 5. La même chose, update, set total égale à total poids 0,9, ça veut dire on est en train de réduire 10% le total. Okay. Pour le client EE5. Okay. Donc c'est ça, grosso modo, c'est ça la logique de SQL, SGBD et la base de données.